L'art et l'État. Les États et leurs appareils administratifs participent à la production et à la distribution de l'art à l'intérieur de leur territoire. Les assemblées, les gouvernements édictent les lois, les tribunaux les interprètent et les fonctionnaires veillent à leur exécution. Les artistes, les publics, les fournisseurs, les distributeurs, tous ceux qui coopèrent d'une manière ou d'une autre à la production et la consommation des œuvres d'art agissent dans le cadre de ces lois. Dès lors que l'État possède le privilège exclusif de faire les lois à l'intérieur de son territoire, même si des collectivités peuvent adopter par ailleurs des réglementations concernant leur domaine, dans la mesure où elles sont compatibles avec la loi, il joue fatalement un certain rôle dans la réalisation des œuvres d'art. Chaque fois que l'État n'utilise pas les moyens de contrôle que ce privilège exclusif met à sa disposition, il s'agit aussi d'une forme d'intervention qui a son importance. Les États et leurs représentants, comme les autres participants à la réalisation des œuvres d'art, agissent dans leur intérêt, lequel ne coïncide pas forcément avec celui des artistes. Dans beaucoup de pays, le régime en place considère l'art d'un œil plutôt favorable, ne serait-ce que parce qu'il atteste l'essor culturel et le niveau de progrès d'une nation, au même titre qu'un réseau d'autoroutes ou une compagnie aérienne nationale. L'État prend alors des dispositions légales pour favoriser les arts de diverses façons. Quand les artistes financent leurs activités en négociant leurs œuvres comme des biens aliénables dont ils sont propriétaires, les lois qui régissent le droit de propriété les intéressent directement. L'État peut même juger opportun d'établir une législation relative à la cession des biens artistiques afin de protéger les droits et la réputation des artistes. Il arrive que des citoyens trouvent certaines activités artistiques gênantes ou inquiétantes, voire carrément dangereuses. Des lois sur les nuisances, notamment sonores et visuelles, sur l'outrage aux bonnes mœurs ou l'insulte à la religion peuvent les protéger contre ces aspects préjudiciables de l'art en entravant la production de certaines œuvres d'art, de certaines sortes d'œuvres. Enfin, l'État trouve toujours quelques avantages dans la propension des citoyens à se mobiliser pour une action collective. Les dirigeants politiques sont souvent persuadés que les symboles véhiculés par le grand art comme par l'art populaire ont une influence sur l'aptitude des citoyens à se mobiliser pour telle ou telle cause. Les chants révolutionnaires peuvent servir à stimuler l'action révolutionnaire. Les chants et les films patriotiques peuvent affermir des convictions et consolider des systèmes de hiérarchie. Certaines formes d'art exacerbent les mécontentements, sèment le doute dans les esprits et rendent les gens inaptes à remplir le rôle comme le voudrait l'État. D'autres œuvres d'art inspirent et entretiennent des comportements qui vont dans le sens des buts poursuivis par l'État. Les dirigeants politiques et les responsables gouvernementaux sont quelquefois assez cyniques pour s'en tenir à ces dernières considérations. Quelquefois aussi, leurs opinions esthétiques personnelles les incitent à trouver beau et hautement artistique tout ce qui est conforme à leur intérêt politique et à juger médiocre, sinon totalement inartistique et même inepte, ce qui pourrait contrarier leur intérêt. C'est ainsi que l'interpénétration du politique et de l'esthétique influe sur la notion même d'art, sur la réputation de certains genres, de certaines disciplines artistiques et sur le renom personnel des artistes. Les États ont des préoccupations variables et accordent une attention tout aussi variable à l'art. Le gouvernement d'une société industrialisée peut préférer l'ordre et l'harmonie aux dissensions et à l'anarchie, tandis que les dirigeants d'une société en plein développement peuvent craindre que l'art ne sape l'ardeur au travail ou la rigueur morale supposée indispensable à la croissance économique. Un État peut interdire les œuvres d'art qui évoquent le mélange des races, tandis qu'un autre peut les soutenir, voire en commander. L'État défend ses intérêts en soutenant ceux qui l'approuvent et en mettant des entraves à ceux qui le désapprouvent, ou en l'interdisant purement et simplement. Il intervient dans la production des œuvres soupçonnées de desservir ses intérêts en les censurant à des degrés divers, voire en emprisonnant ou en éliminant ceux qui les réalisent ou qui les consomment. La propriété artistique. Dans beaucoup de sociétés, mais non dans toutes, les œuvres d'art sont des marchandises qui se vendent et s'achètent comme toutes les autres marchandises. Les artistes et les agents économiques collaborent souvent dans un climat de méfiance et de mauvaise volonté mutuelle, comme nous l'avons noté, pour produire des objets et des manifestations qui seront commercialisés, vendus ou diffusés conformément à la législation en vigueur. L'État qui élabore et fait appliquer cette législation ne témoigne pas
ne témoigne par là aucun intérêt particulier aux œuvres d'art. Il se préoccupe simplement de créer les conditions d'une activité économique régulière, l'art étant un secteur du commerce parmi d'autres. Aux yeux du législateur, la propriété artistique se décompose en une série de droits. Les droits du détenteur d'un bien varient selon la nature de ce bien. De même, la loi répartit de manière variable les droits afférents à une œuvre d'art entre les diverses catégories de personnes associées à sa production. Le premier de tous les droits concerne la possession exclusive de l'objet. Les artistes qui produisent des objets, notamment dans les arts plastiques, vendent le droit de possession matérielle d'un objet unique ou d'un multiple réalisé en nombre restreint. Une peinture, une sculpture ou un exemplaire d'une estampe ou d'une photographie à tirage limité. Celui qui achète l'objet ou le reçoit en cadeau en acquiert le droit de possession. Il peut dès lors vendre ou donner à un tiers ou à une institution. Certains objets n'ont pas ce caractère unique. Un exemplaire imprimé d'une œuvre littéraire ne peut être assimilé à un objet unique que s'il s'agit d'une édition très rare. La valeur réelle de l'œuvre réside dans son contenu littéraire et non dans l'objet qui la matérialise. Un manuscrit, autographe ou la calligraphie ferait partie intégrante de l'œuvre serait un objet unique, mais les techniques de reproduction permettent d'en multiplier les exemplaires et donc les possesseurs. Lorsque j'achète un livre, j'acquiers le droit de lire l'exemplaire en question où et quand je veux. L'écrivain et l'éditeur détiennent quant à eux le droit d'imprimer et de vendre des exemplaires à un public de lecteurs. Dans les arts du spectacle, l'artiste vend le droit d'assister aux manifestations qu'il présente, ballets, concerts ou pièces de théâtre. Ces droits de propriété consistent à pouvoir empêcher d'autres personnes de les voir ou de les entendre sans payer. Ce droit fut invoqué par un artiste de cirque qui intenta un procès à une chaîne de télévision pour l'empêcher de diffuser une séquence filmée où on le voyait catapulté par un canon. Ces artistes interprètent souvent ces œuvres dues à d'autres, compositeurs, auteurs dramatiques ou chorégraphes. Dans ce cas, l'auteur de l'œuvre a la faculté de vendre ou de concéder le droit de la représenter en public ou en privé, dans un but lucratif ou non. Quand des objets ou des manifestations deviennent des biens commercialisés, les dispositions légales prises par l'État déterminent qui vend quoi et définissent les conditions de la vente. Les objets uniques et semi-uniques ne posent pas les mêmes problèmes que les œuvres présumées reproductibles quant aux droits de propriété des auteurs et des acquéreurs. Les lois établies par l'État créent ces problèmes et les résolvent en même temps quand elles ne sont pas impuissantes à apporter une solution. Ainsi, la question des contrefaçons se pose en des termes différents pour les œuvres uniques et pour les autres. Un document littéraire peut constituer une forme d'imposture, par exemple une autobiographie d'une personnalité célèbre qui n'en a pas écrit une ligne. Mais le livre que j'achète est bel et bien un exemplaire de la prétendue autobiographie. En revanche, les objets uniques, rares par définition, prennent une valeur qui dépasse l'estimation de leur qualité intrinsèque. D'où la tentation de réaliser des œuvres susceptibles de passer pour autre chose que ce qu'elles sont en réalité, pour quelque chose de plus précieux évidemment. Des faussaires peuvent ajouter ou modifier une signature sur un tableau, terminer une peinture inachevée, faire attribuer au maître l'œuvre d'un élève ou d'un assistant, contrefaire un tableau de grande valeur ou réaliser un pastiche dans la manière d'un artiste coté, Bauman. Un légiste américain estime que les lois actuelles ne protègent pas les collectionneurs de peintures contre le risque d'acheter un faux. Même si tous les États américains ont prévu des lois pénales sanctionnant la contrefaçon, aucune de ces lois ne vise expressément la fabrication et la commercialisation de faux tableaux. Le code pénal californien est exemplaire à cet égard. Quiconque imite la signature d'un autre dans une intention frauduleuse ou tente de faire passer pour authentique un écrit falsifié est coupable de contrefaçon. Cette loi vise avant tout les documents écrits ou les titres de paiement tels que les chèques et les billets de banque, sans faire mention des peintures. Même si on étendait cette loi aux œuvres picturales, il resterait un vide juridique pour ce qui concerne de nombreuses autres formes de contrefaçon picturale. Autrement dit, l'État n'a pas pris de dispositions légales suffisamment précises dans le domaine artistique, et les lois en vigueur, destinées surtout à protéger les effets de commerce, ne sont pas d'un grand secours en l'occurrence. La question des contrefaçons ne devrait pas se poser avec les œuvres d'art produites à de nombreux exemplaires, livres, disques ou films, parce
parce que rien n'incite ici à fabriquer des faux, étant donné le nombre d'exemplaires mis en circulation. L'authenticité joue un rôle trop négligeable dans le prix de l'œuvre pour qu'il vaille la peine de fabriquer un faux et à peu près crédible. Il est facile de vérifier, par simple comparaison, que l'on a bien acheté ce que l'on voulait. Et pourtant, il arrive que des gens copient l'original, non pas pour tromper les acheteurs sur la marchandise, mais pour éviter de payer les sommes dues aux titulaires des droits de reproduction, que ce soit l'auteur, l'éditeur, l'artiste enregistré, le producteur de disques. Ces piratages sont beaucoup plus ennuyeux pour le producteur que pour le consommateur. Les artistes dont les œuvres sont diffusées à de multiples exemplaires sont protégés par les lois relatives aux droits de reproduction et au copyright. Ces lois sont conçues dans le même esprit que celles qui régissent les brevets industriels. Le législateur cherche à favoriser l'invention ou la création artistique en garantissant à l'auteur un bénéfice sur un travail par le biais d'un monopole d'exploitation valable pour un certain nombre d'années. Il part du principe que sans cette garantie, personne ne voudrait fournir l'effort nécessaire à un travail de création que l'État juge important et veut encourager. Ce n'est pas toujours exact. Les rapports qu'ont les créateurs d'art populaires avec le marché ne les conduisent pas à souhaiter ce genre de garantie, ni en avoir besoin, comme nous le verrons plus loin. La réglementation des droits de reproduction a des retombées sur le contenu des œuvres, comme le révèle à contrario l'observation de ce qui se passe en l'absence de protection juridique. Comme l'a montré Wendy Griswold, des romanciers américains du XIXe siècle s'étaient spécialisés dans les aventures du Far West, parce que les éditeurs pouvaient se procurer d'autres types d'ouvrages populaires, notamment des études de mœurs, à un prix plus avantageux, en reprenant des romans britanniques sans verser aucun droit à leurs auteurs, dès lors qu'aucune convention internationale n'était appliquée à l'époque. Ces droits sont invoqués par l'artiste lorsqu'il a un contrat avec un entrepreneur, marchand, producteur de spectacles, éditeur, producteur de disques, etc., qui sait transformer la valeur esthétique en valeur marchande et dispose de l'infrastructure nécessaire comme nous l'avons vu. Mal informés des aspects financiers de la question, les artistes s'aperçoivent souvent que leur contrat ne leur procure pas les profits escomptés. Serge Denisov a expliqué comment cela se passait pour les musiciens rock aux États-Unis. La plupart des contrats prévoient une avance à la signature et un pourcentage sur les bénéfices de la vente des disques. Souvent, l'avance n'est qu'un acompte sur les droits, de sorte que les 20 000 $ versés à un artiste par la Warner Bros. Ou la Capitol Records seront remboursés à la maison de production avant que le disque n'ait commencé à rapporter de l'argent. Des frais de production, de publicité et de studio, par exemple, sont souvent comptés dans l'avance sur les droits. Le montant des avances varie selon les maisons de production et selon les artistes. Les MC5 ont reçu une avance de 50 000 $, à quoi se sont ajoutés 20 000 $. De même que les Grateful Dead, ils se sont retrouvés débiteurs de l'Atlantic Records pour la somme de 128 000 $. Il peut très bien arriver qu'un enregistrement obtienne le disque d'or, correspondant à un chiffre de vente d'1 million $ sur le seul territoire américain, et ne rapporte pourtant pas un sou aux artistes, parce qu'ils ont mal négocié le contrat, Denisov. Comme tous les contrats, ceux que les artistes passent avec les distributeurs reposent sur les usages de la profession, qui annulent souvent les avantages apparemment stipulés. Raymond Demoulin note qu'en France, les marchands de tableaux ont tendance à dénier toute valeur juridique au contrat. Ils insistent sur le caractère secondaire de l'obligation juridique par rapport à l'obligation morale. Le contrat est, selon eux, un gentleman's agreement. Et ce qui compte, c'est la loyauté personnelle, la valeur de la parole donnée, beaucoup plus que la signification juridique de l'engagement, laquelle contribue à pervertir les relations nouées de personne à personne. Leur objectif est de dissocier par tous les moyens les relations entre artistes et marchands, de leur contexte économique et juridique. Voilà. Évidemment, les artistes s'aperçoivent que ces usages ne leur sont pas précisément favorables. Les artistes, de leur côté, se réfèrent à l'inégalité du rapport de force existant entre les contractants. Ils estiment que les stocks accumulés par le marchand d'une part, la solidarité entre les marchands d'autre part, garantissent ces derniers contre le recours éventuel de l'artiste, quelle que soit la protection légale dont bénéficient les auteurs d'objets qui ne sont pas de simples productions marchandes, mais l'expression d'une personnalité créatrice. Raymond Demoulin cite ces propos d'un peintre.
Et puis si on se lançait dans un procès, on serait coulé. Ce ne serait pas facile de trouver un autre marchand pour nous prendre en charge après ça. Les marchands sont très solidaires de ce point de vue-là. Sur ce chapitre, comme sur celui des faux, la loi reste souvent dans le flou et seule une décision de justice peut établir les droits respectifs des deux parties en présence. Aux États-Unis, l'habitude d'assurer la promotion des disques en s'arrangeant pour les faire présenter par des animateurs de radio s'appuyait ainsi sur la jurisprudence. Le passage des disques à l'antenne était une pratique séduisante, surtout pour les petites radios indépendantes, car elle permettait de remplir les programmes à peu de frais. Dans un premier temps, l'opposition manifestée par les éditeurs de musique et un certain nombre d'interprètes, tels Fred Waring et Bing Crosby, a entravé la radiodiffusion des disques, mais sans pouvoir y mettre fin. Comme devait conclure monsieur le juge, la protection du droit d'exploitation cesse avec la vente du disque. Par conséquent, on ne peut interdire aux radios d'utiliser des disques pour leurs émissions. Cette interprétation de la loi de 1909 sur les droits d'auteur et l'attitude des éditeurs de musique qui ont vu dans la radio un bon moyen de faire connaître leurs chansons ont fait de la radio une voie royale pour le succès public des œuvres d'un compositeur de chansons, Denisov. De même, tribunaux eurent à statuer sur la commercialisation des matériels permettant aux simples particuliers d'enregistrer des films et des émissions télévisées. La politique fiscale d'un pays a une influence notable sur la production et la distribution des œuvres d'art. Raymond de Moulin rappelle, à la suite de Reitlinger, que la peinture anglaise du XVIIIe siècle a commencé à entrer dans les collections américaines après la suppression en 1909 de la taxe de 20% sur les œuvres d'art anciennes, et la peinture française moderne après la suppression en 1913 de la taxe sur les œuvres contemporaines. Elle remarque en outre que la dimension spéculative des marchés de l'art auquel elle s'est intéressée a été amplifiée en France par l'absence d'impôts sur les plus-values en capital et aux États-Unis par les avantages fiscaux offerts aux collectionneurs qui donnent des œuvres d'art à des musées nationaux. Chaque modification de la loi dans ce domaine se répercute immédiatement sur le marché de l'art et donc sur la vie professionnelle de tous ceux qui participent au monde de l'art concerné. Bien entendu, ces observations ne valent que pour les pays où il existe une économie de marché de type capitaliste. Quand les activités économiques sont dirigées par une bureaucratie d'État, l'administration fixe les modalités d'attribution et de cession des différents droits sur les œuvres d'art. Je ne connais pas très bien ces systèmes ni leurs effets sur le fonctionnement des mondes de l'art. Dans la mesure où les artistes deviennent des employés de l'État, ils se trouvent peut-être dans une situation comparable à celle des ingénieurs américains ou français dont les inventions appartiennent automatiquement à l'entreprise industrielle qui les emploie.